Et à 18 ans, en fait, j'ai eu un grave accident de voiture, voilà, qui m'a coûté l'usage de mes jambes. J'ai participé à 6 mondiaux, et dans les derniers, là, récemment, qui ont terminé en novembre, où j'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe de France. Le handicap se dissout dans l'eau, en fait. Ça, c'est une très très belle phrase parce que moi, une fois que je suis dans l'eau, je suis plus dans mon fauteuil. Ouais, alors je fais plus de rugby, j'en ai fait pendant 8 ans. J'ai fait du rugby à 13 fauteuils. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir comme d'habitude pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un athlète de para-surf. Je suis très heureux de recevoir Maxime Cabane. Salut Maxime. Salut Hermano. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très très bien. On en parlait en off, tu as une autre passion au-delà du sport et de l'entraînement. On y viendra peut-être pendant le podcast, mais ce que je te propose déjà pour commencer ce podcast, c'est de répondre à la question que je pose à tous mes invités. Dis-nous tout, qui est Maxime Cabane ? Alors Maxime Cabane, 30 ans. Je vais commencer du début. Alors quand j'étais jeune, j'étais on va dire une personne entre guillemets normale. J'avais une jeunesse normale jusqu'à mes 18 ans. Avant ça, j'étais sportif. J'avais une vie, j'avais mes potes et tout ça. Et à 18 ans, en fait, j'ai eu un grave accident de voiture, voilà, qui m'a coûté l'usage de mes jambes. Partiellement, parce que j'ai récupéré depuis. Et donc ça a fait tout basculer dans ma vie. Et depuis ce jour-là, j'ai suivi un parcours classique de rééducation. J'ai rencontré un APA qui a, on va dire, changé ma vie. Un APA, c'est une personne qui fait de l'activité physique adaptée en centre de rééducation. Je pensais que tu parlais de ces petits poissons qu'on met au bout de la ligne et qui servent à pêcher. Non, c'est pas ces APA-là. Pas du tout, c'est pas le même APA, non. Et donc, c'est un APA, ok. Un APA, exactement, activité physique adaptée. Et donc, il s'appelle Michel Garcia. Je vais y revenir après, plus tard, sur lui. Salut Michel, si tu nous écoutes, on t'embrasse. C'est ça, salut Michel. Et donc il a été très important. Et en fait, quand j'ai eu mon accident, en fait, je savais au fond de moi que j'allais pas remarcher, mais je voulais pas l'entendre des médecins. C'est très très bizarre, mais c'est mon esprit contradictoire, on va dire. Et donc et je voulais plus entendre parler de sport, surtout parce que j'étais sportif avant. Je faisais de la pelote basque, du vélo, je courais un petit peu, j'ai joué au rugby aussi. Et donc je voulais plus entendre parler du sport parce qu'en fait c'était un domaine qui m'était totalement inconnu au niveau du handisport. Et pour moi c'était pas du sport, en fait, ça existait même pas et j'y connaissais rien. Et il m'a fait redécouvrir le sport en me faisant faire des tours de terrain en fauteuil, du badminton, du basket, de l'ultimate et tout ça. Et j'ai repris goût au sport après ça. Et 2 ans après, je suis reparti en réduc avec lui et il a fait la première sortie extra sportive du centre qui était la découverte du handi surf.
Et donc là, ça a été un déclic pour moi. J'ai toujours voulu surfer parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est très compétiteur dans le domaine du surf. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire avec lui. Donc voilà, j'ai commencé avec le centre de rééduc et j'ai rencontré les profs de surf qui étaient labellisés pour encadrer des personnes en situation de handicap. Et là, ça a été une totale révélation parce que j'ai découvert le monde de la glisse. J'ai adoré ça et je me suis dit, allez, c'est parti, il faut pas que tu lâches. Et donc quelques mois après la sortie enceinte, je suis reparti de moi-même avec une personne qui était avec moi en rééducation aussi. Et voilà, depuis j'ai pas lâché. Ça c'était en 2013. 2 ans après, on me dit il y a les mondiaux de parasurf. C'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre parce que j'y ai vraiment pas cru. Je pensais vraiment pas pouvoir faire cette compétition. Et donc juste avant, c'était en septembre 2015 ces premiers mondiaux. Et donc en mai, je crois, avril ou mai 2015. Première compétition, sélection équipe de France. J'avais jamais fait de compétition, la première compétition, les sélections équipe de France pour aller faire les mondiaux en Californie. J'étais là, ok, d'accord, super. On était encadré par Pauline Ado. Je sais pas si tu connais, qui est une surfeuse quand même qui était sur le tour pendant quelques années. Voilà, on était plusieurs compétiteurs handi, il y avait des amputés, des paraplégiques, enfin il y a plusieurs catégories en fait en parasurf. Je vais t'épargner, mais il y a 8 catégories en tout si tu veux. Donc, ça va. J'imagine que c'est selon le degré de handicap, ça va selon le degré de handicap, selon l'amputation, elle se situe en haut, membre inférieur. Il y a des handicaps sensoriels aussi, aveugles, malvoyants, des personnes assistées ou pas. Enfin voilà, il y a plusieurs catégories. Et donc voilà, à partir de là, sélection, j'ai été sélectionné, j'ai eu la chance d'être sélectionné, et en septembre on est parti en Californie. Et là le rêve américain, je me suis retrouvé comme dans les films à Los Angeles, quand t'arrives à l'aéroport, enfin c'était incroyable quoi. Et on était sur la côte californienne et on a fait nos mondiaux et puis voilà, c'était incroyable de retrouver toutes les nations autour de cette compétition, cette belle émulation et voilà, et depuis là, on est en 2024 maintenant, j'ai participé à 6 mondiaux, et dans les derniers là, récemment, qui ont terminé en novembre, où j'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe de France. Voilà, c'était mon premier capitanat, et on a remporté le titre de champion du monde par équipe. Donc voilà, très très content de participer à ces mondiaux et d'être capitaine et de pouvoir surfer tout simplement quoi, parce que c'est avant tout du plaisir. Voilà, même si on est en compétition, mais le plus important c'est le plaisir, c'est ce qui amène je pense la performance dans tout ça. Eh ben écoute, super présentation avec le sourire, la banane. Je crois qu'on a fait le tour, donc ciao, voilà, merci. Au revoir, merci. Superbe présentation. Tu nous parlais très rapidement de ton accident à 18 ans et tu nous as dit après que maintenant tu remarchais. Enfin, en tout cas, maintenant ça allait mieux. Non, tu remarches pas là. Je remarche pas, mais en fait, si tu veux, pour contextualiser, alors on connaît souvent le mot paraplégique. On situe quelqu'un de paraplégique en fauteuil roulant qui n'a pas l'usage de ses jambes, mais qui a juste l'usage de ses bras pour pousser son fauteuil. Alors moi, je suis paraplégique, mais incomplet, c'est-à-dire que je n'ai pas subi une section de la moelle en fait. J'ai eu parce que la moelle, en gros, pour faire simple, c'est un câble avec des fils, des fibres dedans. J'ai certaines fibres dans ce gros câble qui ont été cassées, mais j'ai récupéré. Donc en fait, j'ai récupéré pas mal d'usage de mes cuisses. Donc j'arrive quand même à bouger bien mes cuisses. Voilà, quand on me voit sur un fauteuil, on me voit tout le temps bouger. Je tiens pas en place de base. Je bouge bien mes cuisses en fait, et les gens, ça les fait halluciner. Mais je ne peux pas remarcher parce que j'ai pas récupéré les muscles fessiers en fait, moyen fessier, grand fessier, et on se rend pas compte quand on est valide, mais c'est ce qui permet de tenir le haut du corps en fait, c'est le bassin quoi. Donc moi si je me mets debout avec un appui, je peux tenir debout à la force de mes mains, mais si je lâche, je tombe sur les côtés ou en avant en fait. J'ai le haut du corps qui ne va pas tenir à cause des fessiers qui sont trop faibles, pour faire simple quoi. Voilà. Mais j'ai quand même récupéré et ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est niveau transfert, d'avoir les cuisses, parce qu'on sollicite beaucoup les épaules, les personnes en fauteuil roulant. Donc voilà, moi j'use beaucoup mes cuisses avec mes bras pour me transférer par exemple de mon fauteuil à ma voiture, de mon fauteuil à mon canapé ou à mon lit, voilà, pour faire simple. Ce qui fait que t'es pas complètement handicapé dans le sens tu peux te débrouiller tout seul. Tu n'as pas forcément besoin 100% du temps de l'assistance d'une personne. Non, justement, je suis complètement autonome en fait moi, et je trouve ça très important d'avoir une totale autonomie parce que c'est un gain de temps déjà, et c'est hyper important pour tout ce que je fais parce que déjà je conduis, c'est hyper important ça, parce que
je bouge tout le temps partout en fait, pour tous les sports que je fais. Enfin, je fais pas que du surf aussi, je fais d'autres sports et je suis tout le temps en train de bouger à droite à gauche. Donc ouais, pour moi avoir une autonomie à 100%, c'est vraiment le plus important, je pense, dans ma vie. Pour rester un petit peu sur le parasurf, le handisurf, alors il paraît que maintenant on dit parasurf en France, on n'utilise plus le terme de handisport mais de parasport. Surtout à l'orée des Jeux Olympiques qui arrivent cet été, là, une petite fête de campagne, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Toi, ta pratique du parasurf, c'est comment j'imagine que tu mets pas le fauteuil sur une planche de surf, donc raconte-nous un petit peu comment ça se passe, en tout cas dans ta catégorie à toi. Ça serait compliqué de mettre le fauteuil sur la planche parce que si je le perds, je serais bien embêté après pour le tous les jours, quoi. Donc non, alors moi, pour la pratique du parasurf, c'est simple. Alors j'ai mes planches dans mon camion, mes affaires, ma combi dans mon camion aussi. J'arrive sur le spot, je check voir comment sont les conditions, les vagues et tout ça. Si c'est un peu trop gros, ben forcément je vais pas me mettre en danger parce que je connais mes limites maintenant. Donc voilà, je check. En général, j'y vais avec un pote. Voilà, parce que c'est bien aussi de partager, je trouve, plutôt que d'aller tout seul. Et c'est plus facile aussi pour moi d'aller avec quelqu'un parce que c'est là que mon autonomie en fait est restreinte. C'est à cause du sable parce que je peux pas aller dans le sable en fauteuil. Donc voilà. Et en ce moment en fait j'y vais avec un pote qui fait partie de l'équipe de France et qui est malvoyant. Donc en gros moi je suis ses yeux on va dire, lui c'est mes jambes. Donc voilà, on se change les deux. Il me porte la planche jusqu'au bord de l'eau et après il revient me chercher, et il me porte sur les épaules. Et donc voilà, on va surfer les deux. Et voilà comment je pratique en fait. Et après je passe les vagues, je passe la barre comme je peux. Des fois si c'est trop gros, je dois lâcher la planche, plonger sous la vague, récupérer la planche. Mais quand la taille de la mousse de la vague le permet, je fais des canards comme les personnes valides, quoi. Et ensuite quand je prends mes vagues, je rame comme tout le monde. Bon, sans les jambes forcément parce que j'en ai pas l'usage dans l'eau, mais du coup je rame à la force des bras et après je prends ma vague à genoux. En fait je fais ce qu'on appelle du kneeboard. Voilà, le kneeboard c'est un sport qui vient d'Australie, c'est du surf à genoux, mais qui est pratiqué normalement avec des palmes. Moi je suis pas un tricheur, j'ai que les bras. Donc voilà, je rame à la force des bras et ensuite quand je suis sur la vague je suis à genoux. Voilà, et je tiens le rail de la planche plus ou moins et après je fais des virages voilà comme un surfeur debout mais moi je suis à genoux et donc je pratique dans cette catégorie qui s'appelle kneel, donc genou en anglais, et je fais aussi des compétitions contre les personnes valides. Voilà. C'est un challenge en plus que je me suis mis, que j'adore, parce que l'ambiance est très très bonne aussi dans ce milieu-là. Donc voilà ma pratique. Ça doit être quand même vachement sympa de te voir sur les épaules de ton pote. Alors moi ça se voit pas, tu vois, j'ai des lunettes, mais c'est vrai que j'ai des petits soucis de vue aussi, et donc j'imagine très bien, toi tu es ses yeux, lui c'est tes jambes. Allez hop, viens, je te prends avec moi, une planche par-ci, un mec sur le dos, et tac 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 tac. Voilà, non, mais c'est exactement ça, tu vois, c'est une bonne combinaison au final parce que en fait sans lui je pourrais aller surfer quand même, mais ça serait plus ou moins difficile parce qu'il faudrait que j'amène la planche, après me traîner à genoux sur le sable, revenir après quand t'es tout trempe, t'es plein de sable, t'en fous partout dans le camion, t'en fous partout à la maison, ma copine elle est pas contente. Donc voilà, et moi en fait je vais le chercher parce que forcément il peut pas conduire. Donc voilà, c'est une bonne combinaison les deux et ça fonctionne très bien et puis on peut s'entraîner ensemble. Ouais, c'est cool. Par rapport à ton handicap, tu ne peux pas marcher parce que t'as pas l'usage des fessiers, mais par contre tu peux tenir à genoux sur la planche. Donc pas que sur la planche, mais. Je peux tenir à genoux en fait, c'est du genou pas dressé, c'est du genou assis sur les talons en fait. C'est quand même une position à genoux et c'est comptabilisé comme la position à genoux dans ma catégorie. Donc voilà, mais je suis pas avec les genoux dressés pour changer mes appuis et tout, c'est un peu compliqué, donc je me débrouille comme je peux, mais j'ai trouvé le système, donc voilà, je me suis adapté. De toute façon, quand t'as un handicap, t'es forcément obligé de t'adapter dans la vie et dans ton sport, quoi. Du coup, c'est une position un peu comme les judokas qui sont en attente de saluer, qui sont assis qui sont sur les genoux, mais assis sur leur cheville. Sur leur talon. Ouais, c'est exactement ça. C'est la même chose pour situer, ouais. Et donc là, t'attends qu'il y ait un mec qui dise Ray, et là tu salues ton adversaire, et puis après tu pars prendre la vague, c'est ça?
Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, tu nous disais que tu fais pas que du parasurf, tu fais aussi du rugby et puis de la pelote basque, tout ça en fauteuil, j'imagine? Ouais, alors je fais plus de rugby, j'en ai fait pendant 8 ans, j'ai fait du rugby à 13 fauteuils. Voilà, c'est... Attends, du rugby à 13 fauteuils, donc il y a ou du rugby à 13, virgule, en fauteuil. Du rugby à Tu 13. switches d'un fauteuil à l'autre? Tu switches sur 13 fauteuils? Non, non, je déconne, je déconne. Non, en fait, bon, ça s'appelle du rugby à 13 fauteuils, mais on n'est pas à 13, on est à 5 sur un terrain de hand en fait. Voilà, on a des flags sur les épaules pour simuler le plaquage. Donc on doit attraper le flag de la personne pour la plaquer. Et on a 5 temps de jeu comme au rugby à 13 en fait. Voilà. Et donc le but c'est de marquer derrière la ligne d'un but. On a des poteaux adaptés où on bute. Le jeu au pied se fait au point. Du coup, forcément, on est sur fauteuil, on n'a pas les pieds. Il y en a qui ont pas du tout de pieds d'ailleurs parce qu'ils sont amputés. donc voilà, c'est les mêmes règles avec des passes en arrière et tout ça. C'est pas comme le quad rugby qui est aux Jeux Olympiques où le ballon est rond, où les passes vont dans un peu tous les sens. Non, là, c'est vraiment du rugby avec des passes en arrière. J'ai fait du rugby à 7 fauteuils aussi, où là, on est à 7 sur le terrain. Pareil, terrain de hand. Et voilà, il y a les règles changent pour le plaquage. Il faut arriver à 2 pour plaquer la personne. Et l'arbitre dit plaquage. Et il y a 5 secondes pour faire la passe. Voilà, donc je vais t'épargner toutes les règles. On va pas rentrer dans les détails. Mais j'ai eu la chance de pratiquer le rugby à 7 et le rugby à 13 en équipe de France. Où j'ai pu faire 3 crunchs. Et je suis content, j'ai réussi à gagner mes 3 matchs contre les Anglais. Ça, c'est toujours des matchs assez épiques. Voilà, et le rugby à 7, j'ai fait quelques matchs aussi en équipe de France. Voilà, c'était une bonne expérience. Ensuite, je fais de la pelote en fauteuil aussi, du parapelote. Je suis organisateur en fait du championnat de parapelote en France, en fait, où on fait venir aussi jouer des Espagnols. Donc voilà, on a 6 étapes qualificatives pour les masters et ensuite un championnat de France. Donc la pelote en fauteuil, ça se joue comme la pelote valide, sauf qu'on a un peu adapté les règles. On a de rebonds comme au tennis fauteuil. Voilà, bon, c'est un sport pas très très connu en France, on va dire c'est très très sud-ouest. Voilà, il y a des règles spécifiques, ça se joue en mur à gauche, en fronton et en trinqué. Je vous laisserai aller voir sur internet ce que c'est un mur à gauche, un trinqué et un fronton. Voilà, c'est en train de très très bien se développer. On a eu la chance au Mondiaux 2022 à Biarritz de pouvoir faire une partie de démonstration contre l'Espagne, où malheureusement on a perdu. Mais bon, on va dire qu'on a perdu une démonstration et pas un championnat du monde, parce que ouais, c'était et pas puis officiel. l'Espagne, c'est juste quand même le pays de la pelote, que ce soit en valide ou en para. Donc forcément, c'est un honneur de perdre contre ceux qui ont inventé le sport, non? Mais en fait, c'est compliqué. Le sport n'a pas été inventé par les Français et les Espagnols, mais par les Basques. Alors ça, c'est un autre sujet. Ah ouais, bah, non, je rentre pas dans ce sujet-là. Non. Non, c'est très très ancré en fait au niveau du Pays Basque, sud, qui se situe au nord de l'Espagne, au nord-est, et dans le sud-ouest, t'as le Pays Basque français, on va dire. Voilà. Donc toute cette partie-là, en fait, il y a beaucoup de pelotes. Après, ça se développe un peu aussi vers Toulouse, Tarbes. Il y en a un peu dans le sud. Il y a des trinquets et tout. Faut le savoir, à Paris, des magnifiques trinquets. D'ailleurs, je vais normalement avoir la chance de pouvoir participer à une Ligue des Nations à Paris en septembre 2024. Voilà, ça aussi ça me tarde. Et à ce niveau-là, la pelote est en train d'énormément se développer au niveau mondial. Donc ça c'est génial. Au niveau du parapelote, je parle là, toujours, hein, parce que c'est déjà développé dans le monde, surtout en Amérique du Sud où c'est très très professionnalisé. Voilà, donc on va peut-être être invité, c'est pas sûr, par les Argentins, le gouvernement basque argentin en Argentine, du coup, peut-être en mai, pour faire des rencontres. Donc voilà, on est au début du parapelote et c'est hyper intéressant, donc c'est en train d'énormément se développer. Il y a du travail sur le matériel aussi, parce qu'on joue avec des palas en bois. Il y a 24 disciplines en pelote basque. Je vais pas toutes les citer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Mais nous, principalement en fauteuil roulant, on est avec des palas en bois et une balle un petit peu adaptée, voilà, pour favoriser les échanges. Mais là, on est en train de travailler sur du matériel en carbone pour qui est plus léger, qui est plus répondant au niveau de la frappe.
voilà, et pour rendre la discipline un peu plus spectaculaire aussi, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver et plein de projets, donc c'est génial, moi j'adore ça, quoi. Mais alors attends, je parle beaucoup avec des sportives et des sportifs de haut niveau, qui soient valides ou handicapés. Ouais. Ce qui ressort souvent, c'est en gros, on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas le temps de s'entraîner, on n'a pas le temps de performer, on n'a pas le temps de chercher des sponsors, on n'a pas le temps de chercher des partenaires, on n'a pas le temps de se reposer. Et toi, mais en fait, quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu fais tout le reste? Tu fais du surf, tu fais de la pelote, t'as fait du rugby, t'organises des tournois de pelote. Ouais. T'organises comment ton temps pour faire rentrer tout ça? Ben en fait j'essaie d'organiser c'est tout le temps sur des week-ends en général les compétitions. Donc ça va, donc ça me laisse le temps dans la semaine pour pouvoir m'entraîner. Après il faut savoir que je travaille pas. J'aurais pas le temps quoi sinon. Mais en fait depuis que j'ai eu mon accident, je travaille pas en fait. Je peux me le permettre, donc j'ai le temps d'organiser tout ça tout autour du sport. En fait, le sport, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Voilà, je regarde les JO depuis toujours, ça m'a toujours fait rêver. J'ai toujours adoré tout ce qui est sport de haut niveau et tout. Et j'ai la chance depuis les mondiaux de 2022 en parasurf d'avoir le statut de sportif de haut niveau. Donc voilà, et je dédie ma vie en fait pour le sport. J'adore ça. Je ne fais que ça et puis voilà. Ma vie tourne juste autour du sport. Donc je consacre mon temps uniquement à ça et c'est ma passion. Donc voilà, je suis un chasseur de coupe, donc je cherche tout le temps la performance dans tous les sports que je pratique. Et voilà, et j'organise tout ça. Je suis aussi dans des assos pour militer pour tout ce qui est handicap et parasport. Donc voilà, je suis tout à droite à gauche quoi. Bon, génial. J'imagine que tu n'as pas le temps de t'embêter. Pour revenir sur ta partie sportif de haut niveau, donc en parasurf, tu surfes au plus haut niveau, tu fais partie de l'équipe de France. Tu l'as dit, vous avez remporté les mondiaux dernièrement. Est-ce que la petite fête de campagne qui aura lieu en France et pour le coup en surf qui est délocalisée dans les dom-toms, tu auras la chance d'y participer? Eh ben malheureusement non, on ne participera pas au niveau du parasurf parce que on n'est pas considéré comme discipline paralympique pour le moment. Mais normalement, là, ça devrait venir. On attendait la nouvelle en décembre, elle n'a pas eu lieu. Mais voilà, j'espère que dans les mois à venir, on va nous dire oui, vous êtes paralympique. Ça sera pour 2028 à Los Angeles. Normalement, sur le spot où on a été champion du monde là en novembre à Huntington Beach. Donc voilà, on attend la nouvelle. Ça se joue entre nous, le para-escalade. Soit il y a une des deux disciplines qui choisit, soit aucune des deux, ou soit les deux. Voilà. Moi, j'espère pour le sport que les deux seront choisis. Hein. Donc voilà, parce que le para-escalade aussi, il y a énormément de licenciés dans le monde entier. C'est un très très gros sport aux États-Unis. Donc forcément pour Los Angeles, voilà, il y a des chances que ça soit sélectionné. Et le surf aussi, c'est un sport très très connu aux États-Unis. Donc voilà, on espère être sélectionné, pouvoir se préparer pendant 4 ans et participer à cette petite fête de campagne qui aura lieu dans 4 ans aux États-Unis. Mais ouais, on verra déjà comment ça se passe pour 2024 à Tahiti là. Mais ça sera une très très grosse fête du sport, oui. Bah, j'imagine. Toi, du coup, tu vas suivre tout ça à distance depuis la France. Alors, pour le surf, oui, je vais pas aller là-bas, mais moi, je vais tout suivre peut-être de Paris même, parce qu'en fait, je suis élu au comité paralympique et sportif français. Donc, voilà, on a des réunions de temps en temps avec le CPSF. Voilà, on va avoir une prochaine réunion bientôt. Et là, ça se rapproche de plus en plus, donc voilà, on est, je crois, 12 au CPSF à peu près, et on va tous avoir des tâches, des tâches par rapport à tout ce qui est au niveau paralympique, aux Jeux paralympiques, je pense. Mais on va devoir être présent sur Paris pour cette échéance. Oui. Tu sais, t'as déjà une idée des tâches qui vont vous être assignées? Est-ce que ça va être d'assister les sportifs paralympiques, qu'ils soient français ou pas? Est-ce que ça va être de prendre part à des décisions sur la partie organisation, justement pour faciliter l'accès aux parasportifs? Enfin, est-ce que tu as une idée de ce qu'on va vous demander de faire? Non, j'ai pas trop d'idées, mais je sais qu'on va devoir communiquer sur l'événement pour en faire la pub, c'est sûr. Voilà, après non, j'ai pas encore trop d'idées. On n'a pas eu de réunion pour ça établie pour le moment.
Mais voilà, en tout cas, ça me tarde de voir ce qu'on va faire et ça va être une expérience inoubliable, quoi. C'est pas tous les ans qu'on a les JO chez soi, donc ça va être génial, vraiment. En dehors de ça, donc toi, tu es plutôt dans le sud-ouest de la France, plutôt sport d'été. Bon, en même temps, chez toi, il fait toujours beau. Ouais. Viens, je t'invite à Bayonne, tu vas voir s'il fait beau tout le temps. Ouais, on va dire que des fois, c'est un peu humide, mais c'est quand même plus sympa que dans le nord-est pour pratiquer les sports d'été, on va dire. C'est ça. Est-ce que dans tes plans, toi qui es un sportif un peu hyperactif, tu as aussi des sports d'hiver ? Oui, ben justement là, fin du mois, je pars dans les Alpes, rejoindre tous mes potes moniteurs de ski que j'ai rencontrés il y a plusieurs années en saison d'été en raft dans le sud-ouest justement, et qui l'hiver sont moniteurs de ski. Je vais les rejoindre là dans les Alpes fin du mois. Pendant une dizaine de jours, je vais chaque année skier dans les Alpes. J'ai tout mon matériel, j'ai tout ce qu'il faut. J'adore vraiment le ski. J'aurais aimé faire de la compétition en ski d'ailleurs, parce que bon, je suis compétiteur. Mais bon, vu que je surfe l'hiver, c'est très compliqué d'aller dans les Alpes et de pouvoir surfer l'hiver ici. Donc voilà, mais ça reste un très très grand loisir le ski. Et j'adore vraiment ça. Ça reste de la glisse aussi, hein, sur l'eau au final, hein, sous une autre forme. Mais ça reste de la glisse, donc ouais, j'adore les sports d'hiver également, quoi. Bon, bah tu sais, t'es pas très loin. Enfin, déjà, le ski, tu le fais comment ? C'est du ski fauteuil ? Ouais, je suis en ski fauteuil, j'ai mon Scarver avec l'amortisseur de motocross dessous. J'ai mes deux sabots, j'ai le sabot uniski, le sabot dual ski. Voilà, j'ai commencé en uniski, là je suis en dual pour aller un peu plus vite et moins tomber, on va dire. Mais ouais, après je peux skier dans les Pyrénées. Le truc c'est que dans les Pyrénées c'est un peu plus petit, voilà. Et moi j'aime bien les grands espaces, donc je vais pas mal dans les Alpes. Je vais aussi dans les Pyrénées, hein. Mais le plus gros de l'hiver, en fait, je skie pas. Allez, je skie une quinzaine de jours dans l'hiver, c'est pas beaucoup non plus, tu vois, parce que c'est quand même un coup de ski, il faut se le dire. Mais je vais quelques fois dans les Pyrénées, mais plus souvent dans les Alpes quand même, quoi. Peut-être qu'un de ces quatre, on te retrouvera aussi dans les disciplines paralympiques d'hiver. Surtout que bon, je sais que c'est un petit peu en discussion, mais a priori 2030, on n'est pas trop mal parti en France pour avoir les JO d'hiver. Ben non, j'espère qu'on va les avoir, ça serait bien, quoi. Après les JO d'Albertville, ça serait cool de les retrouver. C'est quoi, 30 ans après? Surtout 6 ans après Paris. Non, c'est bien, ça continue dans la lancée et puis ça motivera les troupes au niveau du para pour faire du sport et c'est hyper important, ouais. Ouais, je pense aussi. Bon, on sera encore là, on sera sur le pont et on essaiera de motiver tout le monde. Pour revenir sur ton sport principal, on va dire le parasurf, tu nous disais tout à l'heure que depuis ton accident, tu ne travailles pas. Comment est-ce que tu finances ta carrière de sportif, de multisportif, on va dire ? Alors, c'est assez compliqué, hein, parce que vu que je travaille pas, mais je suis en situation de handicap, je bénéficie de l'AAH. C'est pas énorme non plus. Donc voilà, après j'ai la chance quand même de pouvoir m'entraîner vraiment à côté de chez moi à moins de 10 minutes à chaque fois. Donc au niveau des frais, ça va à peu près, quoi. Et après je suis en constante recherche de sponsors. Donc j'ai créé mon association en fait pour pouvoir aller chercher des entreprises facilement et qu'elles puissent défiscaliser. Donc voilà, c'est donnant en fait, hein. Donc voilà, tout le temps en recherche de sponsors. Je suis très très aidé au niveau du matériel pour les sponsors. Ça c'est génial. Mais bon, il reste l'aspect financier, quoi, pour par exemple payer ses billets d'avion, son trajet ou son hôtel quand on part en compétition à l'étranger par exemple. Donc voilà, on a la chance depuis 2022 les parasurfeurs qui ont pu finir vice-champion du monde et champion du monde en 2023 d'être en statut de haut niveau. Donc on est aidé par notre département et au niveau de notre région. Donc déjà ça soulage quand même, hein, un minimum, parce que voilà, si tu veux faire des compétitions de parasurf par exemple, il y en a pas mal à l'étranger. Bon, on a la chance d'en avoir en Europe, notamment en Espagne et en Angleterre. Voilà, après il y en a à l'étranger, il y en a au Costa Rica, il y en a par exemple une qui va se faire en Australie en mars là. Voilà, donc on a quand même des aides, mais on les utilise plus pour l'Europe que pour aller à l'étranger, parce que après financièrement ça part assez vite, quoi. Donc voilà, de toute
tout le temps en recherche de sponsors avec des entreprises. Voilà. Et quand tu dis vous avez des aides, donc tu l'as dit, c'est plusieurs aides qui se cumulent. Bon, en dehors de l'AAH, donc l'allocation l'allocation d'aide aux handicapés, qui chiffre pas non plus extrêmement haut. Et puis on l'oublie, mais enfin on l'oublie. Il y a cette allocation, mais cette allocation, elle permet de vivre et elle permet aussi de payer le matériel, parce qu'un fauteuil, c'est pas gratuit et il faut souvent l'acheter, ou au moins il y a un gros reste à charge. Ben ouais, alors on va dire en fauteuil de base pour une personne comme moi qui est assez active, c'est minimum 5 000 euros. Et là, il y a une loi qui vient de passer. Ils ne rembourseront plus, les fauteuils n'aideront plus à partir de 2 600 euros. Alors là, ça va être très très compliqué parce qu'un fauteuil décent à 2 600 euros, ça n'existe pas. Il faut savoir que nous, on n'a pas des fauteuils sécurité sociale avec des palettes devant qui pèsent 25 kilos. Hein. On a des fauteuils qui sont le plus légers possible pour soulager les épaules parce que déjà on est sportif et parce qu'on est actif dans la vie. C'est nos jambes en fait. Hein. C'est pas un accessoire, c'est pas un jouet. Hein. Donc voilà, c'est le prolongement de notre corps maintenant parce qu'on n'a pas le choix. Donc ouais, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'on a une enveloppe avec la MDPH maintenant de 13 000 euros pour 10 ans. Alors MDPH, c'est la maison des départementale des handicapés, des personnes handicapées. Alors moi, tu vois, sur les 13 000 euros, je viens d'acheter un fauteuil pour la pelote et le tennis, parce que je fais aussi du tennis. Et donc voilà, on va dire 8 000 euros le fauteuil de tennis. J'ai aménagé mon nouveau véhicule. 3 500 euros. Donc tu fais le calcul, t'es à 11 000 et quelques. Il me reste 1 500 euros pour acheter un nouveau fauteuil. Ça va être très très... Et pour 10 ans. Et pour 10 ans. Alors là, voilà. Là, dans quelques mois, il me restera 9 ans de cette enveloppe. Donc tu vois, ça va être très très compliqué. Là, j'ai un fauteuil qui a 15 ans, qu'un pote à moi, Para, m'a donné, qui est très très costaud. J'ai de la chance. Et le problème, c'est que vu que je vais surfer avec le sel et les embruns et tout ça, j'ai toutes mes pièces qui rouillent. Donc voilà, il faut prendre soin de son fauteuil parce que sinon il tombe en lambeaux. Là, j'ai mon ancien fauteuil, j'ai la route de Varnes, elle est complètement oxydée, elle est partie, c'est irrattrapable. Donc il faut faire hyper attention à son matériel, surtout quand t'es parasurfeur. Donc ouais, ça chiffre très vite et moi je dis toujours c'est un luxe d'être handicapé donc ouais non, c'est très très compliqué, ouais, il faut faire très très attention et ouais, ça chiffre très très vite. Ouais, c'est un luxe d'être sportif ou sportive de haut niveau, mais alors sportive ou sportif de haut niveau handicapé, c'est encore plus un luxe. C'est autre chose. Tu disais que tu es toujours en recherche de partenaires, de sponsors. Comment est-ce que tu démarches les entreprises et qu'est-ce que tu as à leur proposer au-delà de l'association qui te permet de défiscaliser? C'est vrai que c'est un tips dont on n'a pas encore trop parlé avec les invités que j'ai pu avoir, mais c'est aussi une solution pour pouvoir inciter les entreprises. J'imagine que ton association, elle est reconnue d'intérêt général, donc ça permet aux entreprises et aux particuliers de défiscaliser jusqu'à... donc les particuliers, c'est 66% du don, et les entreprises, c'est jusqu'à 75%, c'est ça? Alors là, bonne question. Je crois que c'est 60 ou 66 aussi, les entreprises, il me semble. Je crois que c'est dans cet ordre-là à peu près, il me semble. Bon, les entreprises le savent de toute façon. Donc ouais, non, mais je pense que c'est la meilleure des solutions d'avoir une asso pour pouvoir chercher plus facilement des sponsors. Voilà, après ce que je leur propose, en fait c'est tout récent mon asso, elle va avoir 1 an là en février, donc j'ai pas pu trop l'utiliser. Je vais l'utiliser en fait pour trouver de l'argent, mais pour un autre projet que j'ai et dont je vais te parler maintenant en fait. Voilà, en fait là je suis en train de finir un film qu'on va terminer en mars en Norvège. Voilà, c'est un film qui raconte en fait mon histoire depuis l'accident jusqu'à mon parcours de sportif et la fin se termine en Norvège en fait, où on va partir pour surfer en Norvège et faire une expédition avec un aventurier de renom qui s'appelle Vincent Colliard. Je sais pas si tu le connais, mais qui est assez connu dans ce milieu-là. Et en fait, ce film me servira plus tard pour intervenir en centre de rééduc pour motiver les personnes en situation de handicap à reprendre une activité sportive ou une activité sociale tout simplement. Et avec ce film, j'aimerais intervenir aussi en entreprise pour moi-même et trouver des fonds pour mon asso et pouvoir financer ma carrière sportive et aussi la carrière sportive d'autres personnes en situation de handicap en fait. Voilà, l'asso ne servira pas qu'à moi, elle servira aussi à pouvoir aider
des personnes qui font du sport également à pouvoir se financer des billets d'avion, des hôtels, des inscriptions sur des compétitions et tout ça. Oui, donc elle est d'intérêt général forcément. Donc voilà. Mais pour l'instant, je m'en suis servi pour récolter des fonds pour faire ce film, pour pouvoir financer ce film, qui me servira plus tard à intervenir au niveau des entreprises, pour faire, on va dire, des mini-conférences. Hein. Voilà, on va présenter ce film plus tard en festival et tout ça pour parler de tout ce qui est handicap, sensibiliser également et montrer ce que c'est le handisport aussi. Donc voilà tous les projets pour 2024. Ouais, l'homme aux 1000 facettes et aux 10 000 projets. Écoute, c'est super impressionnant, super inspirant. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite, au-delà de tous ces projets, dans ta carrière de sportif? Déjà, est-ce que tu restes sur le parasurf? Est-ce que tu switches sur d'autres activités? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à combiner tout ça? Est-ce que, un peu en mode opportuniste, tu vas aller vers le sport qui sera au prochain JO, que ce soit d'été ou d'hiver, ou toi, tu restes un amoureux du surf depuis que tu as découvert ça en 2015? Alors non, le surf, faut savoir qu'avant tout c'est une passion parce que comme le dit l'association nationale Handisurf, le handicap se dissout dans l'eau en fait. Ça c'est une très très belle phrase parce que moi une fois que je suis dans l'eau, je suis plus dans mon fauteuil. Et dans l'eau, il y a plus la pesanteur, donc mon corps est tout léger. Ça fait un bien fou, et surtout avec l'air marin, le sel et tout ça, ça fait un bien fou avant tout, avant tout ce qui est compétition et sport. C'est une thérapie, il faut savoir le parasurf parce que tu es dans l'eau et non ça fait extrêmement de bien au corps et surtout à la tête quoi, parce que t'oublies tout, surtout avec ce sport, parce que t'es obligatoirement concentré sur tes vagues, t'es sur un élément qui bouge, donc t'es obligé de rester sur ta planche en équilibre, t'es tout contracté tout ça, donc tu ne fais attention qu'à l'eau, qu'aux vagues et à rester sur ta planche. Donc t'oublies tout le reste. Le temps d'une session, t'oublies tout le reste. Donc non, je vais continuer à surfer. Après, si on passe pas aux Jeux Paralympiques, je t'avoue que je vais un peu lâcher et être moins assidu sur les entraînements. Parce que pour moi, ça serait le Graal quand même de pouvoir accéder aux Jeux Paralympiques. Mais je continuerai dans tous les cas parce que ça me fait tellement de bien au corps. Et c'est une passion avant tout, la glisse. Et c'est un partage avec les copains, tout ça dans l'eau. Donc non, c'est génial. Et puis moi, maintenant... quand je veux voyager, aller en vacances, j'essaie d'aller sur des spots assez mythiques et de profiter quoi. Donc de pouvoir surfer quand je pars en vacances aussi. Non, je continuerai dans tous les cas parce que ça reste un loisir avant tout et du pur plaisir vraiment. Voilà, après je continuerai également dans la pelote. Je pense pas qu'on passera au JO de sitôt, mais c'est pareil, c'est une passion, c'est le sport que je pratique depuis tout petit et ça me tient énormément à cœur. Voilà, donc je continuerai dans tout ça et après non, je sais pas où on va dans quelques années, mais non, je verrai plus tard. Oui, peut-être que je jouerai l'opportunisme et j'essaierai de trouver un sport où je peux peut-être aller au JO parce que c'est quand même un rêve de gosse de pouvoir participer à cette fête de campagne comme tu dis. donc voilà, non, mais je resterai dans le milieu du sport. Et après non, j'ai d'autres projets. Là, comme je t'ai dit, je vais partir faire une aventure en Norvège avec un aventurier et j'aimerais repousser encore mes limites et pourquoi pas faire d'autres aventures plus tard dans des trucs qu'on croit impossibles et voilà, et repousser les limites aussi du handicap. Donc j'ai toujours des projets en tête, toujours des idées, je suis toujours en train de réfléchir sur des choses, voilà, lier le voyage, l'aventure et puis les contraintes et les limites de l'handicap. Je trouve que c'est génial et moi les projets c'est ce qui me fait vivre, donc voilà, je sais que je vais pas m'ennuyer dans les années à venir. Bon, écoute, on continuera à discuter en off en parlant d'aventure. Moi, ça me fait vibrer. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Il y a une question que j'ai coutume de poser à mes invités. Elle est à la fois assez simple, mais à la fois un peu tordue. Si tu pouvais être dans un monde un peu parallèle et puis te projeter à côté de Maxime à 18 ans, après ton accident, alors après avoir récupéré, sorti de l'hôpital, etc., qu'est-ce que tu penses que lui, qui aurait la vue sur toute ta carrière, sur toute ta vie depuis tes 18 ans, qu'est-ce qu'il dirait de toi en te voyant? Que je pense de là où je viens, d'un tout petit village, parce que je suis pas de Bayonne de base, je suis d'un tout petit village entre les montagnes du Pays Basque, que je pense qu'à 18 ans je me rendrais pas compte de ce que j'allais accomplir peut-être. Enfin, moi je suis content de ce que j'ai accompli, de comment j'ai pu mûrir,
vaincre un peu ma timidité aussi, on va dire. Et voilà, jamais à 18 ans j'aurais cru que j'allais être là, que j'allais faire des compétitions internationales et que j'allais essayer de motiver les gens qui se retrouveraient dans ma situation à se bouger, quoi. Donc jamais j'aurais cru ça, quoi. Bah écoute, tu vois où t'en es aujourd'hui. Je pense que c'est un beau message d'espoir et puis surtout de résilience aussi après cet accident, de voir que maintenant tu fais du parasurf, du paratennis, de la parapelote, t'as fait du para-rugby et puis tu vas pas t'arrêter là. Et en plus, tu contribues à échanger, à partager, à démystifier le handicap. Donc félicitations pour ça. Merci. Maxime, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut t'encourager? Où est-ce qu'on peut venir te voir, parler avec toi, éventuellement te soutenir si on est une entreprise et si on veut soutenir ce beau projet que tu as? Alors, on peut me contacter sur LinkedIn, par exemple. Tout simplement Maxime Cabane. Cabane avec 2 N et pas de S à la fin. Sur Instagram, c'est Maishi. Maishi, ça veut dire Maxime en basque. En fait, c'est mon surnom. Je sais pas si tu le mettras après sur le podcast ou quoi. Si, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Okay. Sur Facebook aussi, Maishi Cabane. Voilà. Et après, avec mon association qui s'appelle Oreka. D'ailleurs, le film s'appellera Oreka, ça veut dire l'équilibre en basque. C'est toute une symbolique en fait, parce que j'ai perdu l'équilibre parce que j'ai plus l'usage de mes jambes, mais j'ai retrouvé un équilibre de vie par rapport au sport et tout ça. Donc voilà, c'est une belle symbolique, je trouve, ce mot Oreka. Voilà, sur les réseaux sociaux et puis sur LinkedIn. Tout simplement, quoi. Comme je le disais, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et puis pour cette superbe banane, sur cette bonne humeur, sur cette joie. Moi, ça m'a fait ma journée. Je t'en remercie. Merci à toi, c'était avec grand plaisir. À plus tard. À la prochaine. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Maxime Cabane que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Maxime et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!